Alors, premier cas clinique, 9 mois. Ça, c'est aussi, je pense, que vous voyez tous les jours au cabinet, une dermite érosive du siège. Là, vous avez tout ce diagnostic. Et ça date depuis quelques jours. Il n'y a pas forcément de troubles digestifs, il y a un petit contexte de difficultés alimentaires. Je vois dans le carnet de santé que cet enfant a été mis sous hydrolysate caséine dans l'éventualité d'une allergie aux protéines de lait de vache qui serait non IgE médiée, car tout le bilan est négatif. Alors, devant cette dermite érosive du siège, quelle est votre hypothèse diagnostique? Est-ce que vous pensez que c'est une dermite irritative, une candidose, un débit de psoriasis des langes, une dermite séboréique ou un eczéma de contact? Ah, alors, il y a quand même beaucoup de A dans la salle. Donc moi, si je suis Mentimeter, je dis 80% de A. Et effectivement, c'est A, et vous allez voir pourquoi c'est A. Voilà, parce que le diagnostic de dermite du siège, vous l'avez tous fait. Mais ce qui va nous aider, c'est est-ce qu'on a une atteinte initiale des zones convexes, comme c'est le cas? Est-ce qu'il y a une atteinte initiale des plis, comme c'est le cas? Ou est-ce qu'il y a une atteinte d'emblée diffuse? Et des fois, on voit que ça, mais il faut vraiment demander comment ça a débuté. Et là, maintenant qu'il y a les smartphones, eh ben, c'est génial parce que les mamans prennent beaucoup de photos, les papas aussi, pardon, prennent beaucoup de photos. Et donc, voilà. Mais là, vous avez vraiment la dermite des zones convexes. On appelle ça la dermite en W, parce qu'en fait, quand on remet la couche, c'est la zone qui frotte. Mais vous voyez que le fond du pli, là où il y aurait de la macération, c'est respecté. Et donc, vous avez votre diagnostic, il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment une dermite par irritation du siège en W. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est dû à la macération, au frottement, surtout aux couches souillées. Alors, je ne sais pas si vous avez ici, c'est la mode des couches lavables. En France, ça a fait un grand truc. Et donc, les mamans achètent ces couches, les lavent, ça macère. Donc, on a eu beaucoup de dermites irritatives. Et en plus, c'est aggravé par ces super lingettes. Alors bon, j'ai pas voulu faire de la pub pour une marque, donc j'en ai mis plein. Et donc, aggravation par ces lingettes ou un nettoyage insuffisant ou des produits irritants, souvent les produits sans rinçage. Et même, on a d'autres types de dermites irritatives en W. On a des formes un peu papulo-érosives qu'on appelait avant syphiloïdes de Sévestre et Jacquet, parce que c'était Monsieur Sévestre et Monsieur Jacquet qui l'avaient décrite. Et on voit qu'il y a un respect des plis, mais au niveau de la convexité, on voit ces lésions un peu particulières, ou alors des formes un petit peu pustuleuses, toujours à la convexité, décrites par Monsieur Parot. Et tout ça, c'est des formes en fait qui se compliquent de surinfection ou de colonisation microbienne. Mais tout ça, c'est la grande famille des dermites par irritation du siège. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile à dire, mais un peu difficile à faire, et puis ça marche pas toujours, c'est assez long. Mais il faut tout simplement des règles hygiéniques simples, des lavages avec un détergent doux, ce qu'on appelle là les savons sans savon, les syndettes. Il faut rincer à l'eau tiède, un séchage soigneux, éventuellement mettre une crème protectrice à base de cuivre ou de zinc. Il y a plein de marques, Sika ceci, Sika cela. Et en plus, la crème, non seulement elle va aider à réparer, mais elle va limiter un peu le frottement en faisant glisser un petit peu la peau sur la couche. Et puis aussi, nous à Marseille, et vous aussi je crois, on est très liniment oléocalcaire. Et il faut bien arrêter tous les facteurs irritants et puis bien dire qu'il faut changer les couches extrêmement fréquemment. Alors tout à l'heure, certains disaient candidose. Vraiment, la candidose, ça débute au niveau des plis avec ces lésions un peu fissuraires. Mais je suis d'accord avec vous, hein, souvent, on a ça en consultation. On a rarement ça. D'ailleurs, j'ai dû le prendre sur Internet parce que moi, ils arrivent toujours en retard. Et c'est les parents qui me disent ça a commencé au niveau des plis. Mais quand vous avez ça, les petites choses pour vous faire dire que tiens, c'est vraiment une candidose, c'est que parfois, c'est recouvert d'un enduit blanchâtre. Et puis en périphérie, là, on a des petites pustules et ça nous fait poser le diagnostic de candidose. Même si d'ailleurs, tout à l'heure, une dermite en W peut aussi se surinfecter et on peut avoir une candidose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme tout à l'heure, il faut lutter contre la macération et on peut proposer soit des antifongiques locaux, soit il faut regarder s'il n'y a pas une mycose buccale associée et proposer des antifongiques oraux. Et puis quand il y a une atteinte diffuse du siège, c'est vraiment le psoriasis des langes, on appelle ça aussi le psoriasis inversé des plis. On a souvent aussi
On peut voir ça chez l'enfant, mais on peut voir chez le nourrisson, mais également chez l'enfant. Et là, la question, c'est qu'on me pose toujours, mais est-ce que j'ai le droit de mettre des crèmes à base de cortisone? Oui, on peut tout à fait mettre des dermocorticoïdes en cure courte. Et puis voilà. Si on a une atteinte comme ça, un peu plus squameuse, un petit peu moins vernissée, avec une atteinte bipolaire, tête et siège, il faut penser à la dermite séborique du siège. Et tout à l'heure, on disait, il n'y a en général jamais d'eczéma sous la couche. Si vous avez de l'eczéma et puis en plus on regarde des élastiques, il faut penser à un eczéma de contact de la couche. Donc ça, c'est vraiment les 3 diagnostics que vous voyez quasiment toujours. Et il y a parfois des urgences, parfois des choses très graves, mais c'est quand même beaucoup plus rare. À votre avis, c'est quelque chose que vous voyez aux urgences. Le patient arrive aux urgences, c'est arrivé au milieu de la nuit et au matin au réveil, il avait ses lésions bulleuses que des fesses, avec l'intérieur du pli interfessier plus respecté. Vous avez une hypothèse diagnostique? Il faut penser à une cause externe, à une brûlure, à un sévice, et effectivement, c'est une urgence. Là, vous avez des lésions érythémateuses qui s'ulcèrent et qui deviennent extrêmement douloureuses. C'est apparu peu après la naissance, et c'est devenu de plus en plus rouge, et ça commence à s'ulcérer. Alors, on aurait pu y penser, mais vraiment, l'ulcération, elle est vraiment pas au niveau de l'anus, elle est un peu plus débordante, et en fait, c'est un hémangiome infantile segmentaire qui s'ulcère. Là, c'est un contexte particulier, immunodéprimée, elle arrive, elle a de la fièvre, vous avez ce placard vraiment ulcéro-nécrotique qui gangrène très vite, ectyma gangréneux. Et là, c'est une photo du docteur Belaïch qui est avec nous, mais j'en dirai très peu parce que je crois qu'il y a un très beau topo qui nous attend cet après-midi. Mais on a cet ado qui a ses lésions érythémateuses infiltrées avec une fissure latéralisée, des troubles digestifs. Voilà, mais je n'en dis pas plus parce que cet après-midi, vous saurez tout sur le Crohn et les localisations cutanées. Un autre cas clinique, c'est un nourrisson. Grossesse normale, accouchement normal, à la naissance, rien de particulier. Et puis, au sortir de la maternité, il y avait déjà un placard un peu vasculaire qui apparaissait, comme ça, là, sur l'épaule, le bras, le décolleté. Et ça devient de jour en jour de plus en plus rouge, de plus en plus épais. Voilà, c'est l'hémangiome segmentaire. C'est ce qu'on a vu un peu l'équivalent au niveau du périnée tout à l'heure. Donc, il y a différentes formes d'hémangiome infantile. C'est vrai que là, le diagnostic est plus facile. Je vous ai mis un truc dur, mais vous avez tous trouvé. Et qu'on a plus l'habitude de ces formes. Alors, ça peut être soit vraiment cutané, soit mixte, avec l'hémangiome infantile qui est cutané et sous-cutané. Des fois, c'est très nodulaire. Des fois, c'est un peu plus en plaques. Et là, je trouve que le diagnostic est plus difficile parce que l'hémangiome, il est que sous la peau, donc ça fait une boule bleutée. Mais vraiment, ce qui vous fait le diagnostic, c'est l'œil et puis ce que vous racontent les parents. De toute façon, c'est souvent ce que racontent les parents qui vous aident. C'est absent à la naissance, ça grossit. Et on n'a quasiment jamais besoin de faire de biopsie ou d'examen complémentaires. Le problème de ces hémangiomes infantiles segmentaires, c'est qu'ils s'ulcèrent fréquemment et donc c'est assez problématique. Et le deuxième problème, c'est que quand on a ces hémangiomes segmentaires au niveau de l'extrémité céphalique, il faut penser à une malformation sous-jacente, notamment le syndrome Face, où il va falloir dépister une anomalie cérébrale, oculaire, des troncs supraortiques et cardiaques. Mais quand on regarde un petit peu le syndrome Face, on dit que tout hémangiome infantile segmentaire de plus de 5 cm au niveau de la partie supérieure du tronc, au-dessus des mamelons, il faut aussi penser à ce syndrome. Et donc, la petite qu'on a vue tout à l'heure, il fallait lui faire tout un bilan de syndrome Face, comme si elle a vu cet hémangiome au niveau du visage. Autre cas clinique avec une grosse faute d'orthographe sur les hémangiomes infantiles. Dans lequel des 2 cas, il faut penser et faire un bilan pour aller rechercher une malformation sous-jacente? Est-ce que c'est dans ce cas-là ou est-ce que c'est B? B. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Quand on a un hémangiome infantile nodulaire bien limité au niveau de l'extrémité céphalique, et même si c'est en regard de la fontanelle, il n'y a pas de risque particulier de dysgraphisme ou de syndrome Face. Par contre, je vous avais dit 5 cm pour les segmentaires au niveau de l'extrémité céphalique, c'est 2,5 cm quand on a un hémangiome infantile lombaire qui est associé dans un tiers des cas à un dysgraphisme.
Donc hémangiome segmentaire, soit du périnée, soit de l'extrémité céphalique, pensez à des anomalies associées. Alors, il y a le joli syndrome FACE, mais on a aussi plein d'autres acronymes. Ça veut dire la même chose, il ne faut pas les apprendre par cœur, mais on appelle ça le pelvis, le sacral, le lombar. Mais voilà, on s'amuse beaucoup à faire des algorithmes. Et donc, quand vous avez quelque chose de toute façon au niveau de la région lombaire, vous savez bien que ça soit une touffe de poils, ici une petite excroissance, une déviation vraiment marquée du pli interfessier ou ici une petite fossette, eh ben, il faut aller faire un examen. Et quel examen vous faites ? L'IRM, d'emblée l'IRM, parce que l'écho, vous allez avoir des faux négatifs, vous allez être faussement rassuré. Il faut vraiment aller à l'IRM, même si l'enfant va bien. C'est rarement urgent, hein, ça peut un petit peu attendre, sauf s'il y a un écoulement, sauf s'il y a une fièvre inexpliquée, mais il faut faire l'IRM. L'avantage de la faire quand ils sont tout petits, les IRM, vous savez, c'est qu'ils dorment et qu'il n'y a pas besoin d'aller demander à votre anesthésiste d'être là, mais sinon, ça peut être fait dans les premières semaines de vie. Juste un mot, vous connaissez IRES ? Non ? Alors, franchement, c'est hyper bien fait. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais en fait, c'est un algorithme qui a été développé pour savoir si quand vous voyez un hémangiome infantile, il faut l'adresser à un confrère dermatopédiatre qui va vous aider à savoir s'il faut faire un examen complémentaire ou est-ce qu'il faut mettre un traitement par hémangiole. Donc, je ne vais pas trop détailler, mais si vous allez sur Internet, il y a un questionnaire, je vous assure, ça prend moins d'1 minute, c'est hyper rapide. Vous avez un score et on vous dit est-ce qu'il faut adresser ou pas, est-ce qu'il y a une indication à traiter. Et forcément, là, si vous avez un seul oui à ce type de questions, est-ce que c'est localisé sur le visage, est-ce que c'est segmentaire, est-ce que c'est mammaire, etc. Est-ce qu'il y en a plus de 5 ? Et c'est très facile. Et si vous avez dit oui à une de ces questions, il faut l'adresser. Et si vous avez dit non, vous avez une autre page. C'est la deuxième et dernière page. Et vous avez un score. Et si vous avez un score supérieur ou égal à 4, il faut l'adresser. Ça, vous le retrouvez sur Internet. Je vais pas le détailler. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils vous font des quiz en plus pour vous dire, voilà, ils vous entraînent à calculer les scores. À votre avis, cet enfant, est-ce que tu l'auras adressé ? Oui, non. C'est vraiment super bien fait. Dans l'idée de traiter, je vous rappelle que les formes qu'on traite, c'est soit quand il y a un risque fonctionnel, là il y a un risque d'amblyopie, soit, ça c'est la patiente de tout à l'heure, il y a des ulcérations hyperalgiques et qui résistent aux soins locaux, soit on a quelque chose vraiment qui défigure, hein. Il y a un problème respiratoire, mais aussi on appelle ça, c'est pas très joli, hein, l'angiome Cyrano, ce qui veut bien dire qu'il va avoir un peu un nez en patate et qu'il faut vraiment les traiter. Et puis, parfois, il y a un risque vital si on a un hémangiome segmentaire au niveau de la mandibule où on peut avoir des localisations sous-glottiques et on voit qu'on a des très bons résultats. Un autre cas clinique, un petit de 4 mois, et ça, vous devez le voir aussi, je pense, assez fréquemment en consultation. Il y a un petit bourgeon ombilical suintant. Alors, le dermatologue, il a mis un peu de nitrate d'argent, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Exactement. Hein, quand on a un bourgeon qui résiste une fois, ça va, 2 fois, il faut quand même penser effectivement à une fistule du canal omphalo-mésentérique ou de l'ouraque sous-jacent. Donc soit des fois on a vraiment le bourgeon ombilical typique, on voit bien l'orifice, l'écoulement, mais dans la majorité des cas c'est un simple bourgeon et on peut se faire piéger. Et c'est important de faire le diagnostic parce qu'on voit qu'on peut avoir des complications à type de prolapsus. Et donc, ça peut être bien sûr une fistule omphalo-mésentérique, mais ça peut être aussi une fistule de l'ouraque qui est reliée à la vessie et avec une symptomatologie, une présentation clinique initiale. Moi, franchement, au début, comme vous, je dis que c'est une fistule sous-jacente, mais je ne sais pas si c'est une fistule en lien avec le tube digestif ou la vessie. Et donc, l'examen de référence, c'est vraiment l'échographie. Et ensuite, il faut passer la main au chirurgien. Donc, quand vous voyez ça, on peut faire nitrater une fois, mais après, si ça ne marche pas, il faut demander à votre radiologue de faire une échographie. Et c'est assez radiologue dépendant, donc il faut demander à votre pote échographiste qui a un petit peu l'habitude parce qu'en fait, on ne trouve que ce qu'on cherche. On ne cherche que ce qu'on trouve. Un autre cas clinique, Maëlie, 3 ans, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a cette lésion. Et ça, c'est quand même aussi assez fréquent. Lésion unique de la face externe de la cuisse gauche. Ça gratte. De temps en temps, c'est un peu sensible. Et vous voyez, c'est très légèrement pigmenté. C'est un peu pileux.
Et quand on touche, c'est un peu induré, un peu infiltré. Et ça fait 2 ans que ça dure. Donc les parents, ils sont pas très inquiets, mais quand même, la petite plaque d'eczéma poilu sensible au niveau de la cuisse, ils en ont un peu marre. Alors, je suis un peu sourde, mais j'ai entendu angiome, ça me va pas trop. Angiome stellaire, non. Non, je pense que ça, c'est une petite excoriation, elle a dû se gratter. Mais pour vous dire à quel point on en voit, et c'est toujours sur cette localisation, face externe des cuisses. Ça peut être uni ou bilatéral. Donc là, c'était chez Prudence des 2 côtés. Et puis, alors, chez Mélina, on l'a même opéré, quoi, pas moi, mais on l'a même opéré, et même l'histologie n'a pas trouvé le diagnostic, parce qu'encore une fois, on ne trouve que ce qu'on cherche. Oui, bravo, c'est ça. Effectivement, en fait, quand on l'a testé et qu'on a fait un test à l'alu, on n'a pas eu un test positif, on a eu un test explosif. Et donc, c'est des granulomes post-vaccinaux persistants à l'aluminium. Alors, on ne pense pas toujours au diagnostic parce que ça apparaît après la vaccination. Ça peut être 2-3 semaines, mais ça peut être plusieurs mois, 1 an après. Et donc, ce qui vous fait penser à ça, c'est vraiment des réactions au site d'injection. Alors, là, j'ai montré les cuisses parce que c'est un peu plus fréquemment les cuisses, mais ça peut être n'importe quel site d'injection. Et ça peut persister pendant des années. Il y a même eu des cas où jusqu'à 7 ans après, on peut retrouver ça. Et donc, que dire aux patients? Parce que déjà, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai compris que vous étiez moins corticophobe qu'en France, mais en France, on est et corticophobe et vaccinophobe. Vraiment la double peine. Et donc, bien leur dire qu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination ultérieure, qu'il faut préférer des vaccins sans aluminium, mais ce n'est pas toujours possible. Donc là, je vous ai mis la liste, mais vous la retrouvez sur Internet, des vaccins sans aluminium. Il faut leur dire de vacciner en intramusculaire profond, parce qu'il y a une meilleure diffusion de l'absorbant et que plus on fait en superficiel, plus on a le risque de développer ces granulomes vaccinaux. Idéalement, il ne faut pas purger la seringue parce que si on purge, on peut contaminer un peu l'aiguille et déposer un peu de produit lorsqu'on fait l'injection. Alors au début, on s'est dit peut-être qu'il y a des sources de contamination. Est-ce que c'est des enfants qu'on a sensibilisés avec les écrans solaires dont on a parlé hier? Est-ce que l'exposition orale à l'aluminium favoriserait la tolérance? Parce que vous savez, quand on met le lait dans les boîtes en aluminium, etc. Bon, dans les études, mais avec des petits effectifs, on a même vu que les enfants qui étaient allaités avec du lait artificiel, a priori, c'était peut-être un facteur protecteur. Il faisait un petit peu moins de ce type de réaction, mais sur des toutes petites séries. Voilà ce que je voulais vous dire sur les granulomes post-vaccinaux. Alors là, c'est une question un peu différente. Lequel de ces 2 cas vous inquiète? Est-ce que c'est cet enfant de 3 ans qui a donc mélanonichie, mélanopigmentation, nichie, ongles, donc les pigmentations inguéales? Vous voyez qu'il y en a plusieurs, là, une, là. Ou est-ce que c'est plutôt cet ado de 17 ans qui en a qu'une, acquis, et un peu plus triangulaire? Là, c'est un peu plus rectangulaire. Alors, qui est inquiété par A? Personne, tant mieux. Et qui est inquiété par B? Tout le monde, ça tombe bien. En fait, vraiment, quand on a des pigmentations inguéales, en fait, c'est dû à des névus de la matrice inguéale. Donc, quand l'ongle pousse, on doit avoir quelque chose de bien parallèle. Si on a quelque chose qui apparaît, donc comme un névus qui se modifie, un névus qui s'agrandit, eh ben, on a une perte de parallélisme. Et là, il faut bien surveiller. Soit c'est un névus qui est en train d'apparaître, soit c'est un mélanome qui est en train d'apparaître. Donc, il faut vraiment surveiller. Là, vous pouvez dire merci, au revoir, pas besoin qu'on se revoie. Là, il faut dire faut qu'on se revoie. Alors, pourquoi on ne se jette pas sur l'adolescent et pourquoi on ne le biopsie pas? Parce que si on biopsie, il faut biopsier la matrice et donc il n'y aura plus jamais d'ongle qui repoussera à cet endroit. Et comme le névus de l'ongle est beaucoup plus fréquent que le mélanome de l'ongle, on peut quand même se laisser le temps. Mais chez un enfant, on se laisse le temps et on vérifie que ce qui apparaît en triangle se termine bien en bande parallèle. Ça, chez l'adulte, parce que en fait, c'est l'enfant chez qui apparaît les grains de beauté. Ça, chez un adulte, chez un de vos confrères, on enlève immédiatement. Il me reste encore 1 minute, alors ce sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier cas clinique. Quel est votre diagnostic? C'est une lésion du cuir chevelu qui est apparue, qui était un peu moins épaisse à la naissance, mais il n'y a jamais vraiment eu de cheveux sur cette zone-là. Ça devient de plus en plus épais, un peu orangé. Exactement, c'est un amartome verruco-sébacé ou amartome de Jadasson ou névus de Jadasson.
Et alors, si on avait vu cette jeune fille à la naissance, ou même là, est-ce que vous l'enlevez? Parce que finalement, vous avez raison, ce qui pose le problème, c'est pas tant de faire le diagnostic, c'est de savoir est-ce qu'on le confie à notre collègue chirurgien ou pas. Alors, qui l'enlève? Non? Et qui l'enlève pas? On ne sait pas trop. Vous êtes dans le doute, donc vous demandez à votre collègue dermato. Et effectivement, alors en fait, il n'y a pas d'exérèse systématique. On sait que plus tard, sur ces amartomes, peuvent se développer des petites tumeurs bénignes, basaloïdes, et c'est surtout vers 40-50 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave du tout. Si on l'enlève, c'est un peu comme le névus congénital. Si on l'enlève, c'est plutôt à visée esthétique parce qu'il n'y aura jamais de cheveux sur cette zone-là. Et donc, vous savez qu'à la naissance, le cuir des chevelus des nouveau-nés, il y a vraiment beaucoup d'excès de peau, beaucoup d'élasticité. Donc, c'est très facile d'enlever ça à la naissance. Chez cet enfant qui est un peu plus grande, c'est un peu plus compliqué. Nos collègues, il y a une vraie demande esthétique. Nos collègues chirurgiens se disent si je l'avais vu plus tôt, je l'aurais enlevé. Mais encore une fois, on l'enlève à visée esthétique. Ça aurait été, quand c'est vraiment très affichant au milieu du front, on l'enlève. Si c'est derrière et que c'est caché dans la coiffure, on ne l'enlève pas. C'est vraiment à visée esthétique. On a le temps pour un dernier? Oui, Khalid, tu me fais oui. Allez, le dernier, après on arrête. Voilà, 4 mois, la gale. Et donc, moi, ce que je fais en premier, je regarde les paumes et les plantes. Et quand je vois ces petites pustules, vésicules, les petits sillons, vraiment, on fait le diagnostic de gale. Et quand on a un doute, nous, on a notre petite loupe et on voit le petit trajet, tic, 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 tic. Et là, qu'est-ce qu'on voit au bout du sillon? La femelle sarcopte. Voilà, donc le petit triangle, nous appelons ça le signe du deltaplane, parce qu'on aime bien faire de la poésie. Et en fait, c'est la tête et les pattes avant qui vous font comme ça le deltaplane, et donc vous avez votre diagnostic. Et je finirai là-dessus. Voilà, le traitement, c'est assez facile, traitement local. On a aussi un traitement en comprimé qui est aussi efficace, qui a la même à partir de 15 kg, mais on a du recul, on sait que c'est bien toléré chez l'enfant de moins de 15 kg. Il y a plein de publications, et en cas de résistance au traitement local, on peut tout à fait proposer en 2e ou 3e intention un traitement par voie orale. Mais le plus difficile, c'est de bien faire les mesures associées et de bien traiter tout le monde en même temps et de tout bien décontaminer. Et je vous remercie.